détendez-vous, ce n'est qu'une image. N'oublions jamais la petite fille au manteau rouge. Mesdames et messieurs, merci de votre présence. Ce moment est tout simplement un devoir de mémoire. Merci à monsieur le maire d'Ambarès-Lagrave, Nordine Gendez, à son conseil municipal pour leur accueil. Merci, monsieur le président de la chambre municipale de Calarga do Sal, Paul Caterino, pour tout ce que tu fais, et je te rassure, tu n'as pas fini encore, tu le sais. Et ses équipes également municipales de Calarga do Sal, et une pensée pour Liliane d'Albuquerque et Joanne Paes qui, au musée d'Aristide de Sousa Mendes, nous en parlerons tout à l'heure, font un travail également extraordinaire. Tout d'abord à toi, Eric, docteur Eric Awazirat, comme il a dit, président d'honneur du consistoire israélien de la Gironde, qui depuis des années fait un travail remarquable, je vous le dis, pour la mémoire d'Aristide de Sousa Mendes, mais pas seulement. Le docteur Awazirat a très largement contribué à ordonnancer les accords récents entre la municipalité de Bordeaux et le musée, ancienne maison de la famille de Sousa Mendes, toujours en discrétion. Il fonctionne comme ça. La synagogue de Bordeaux, pour celles et ceux qui ne le savent pas, est au rite hispano-portugais. D'ailleurs, je crois que plus portugais qu'hispano. Et en plus, on y mange très bien. Plus sérieusement, une pensée pour Jacques Rivière, en religion Père Bernard de l'ordre des Capucins et aumônier de la communauté portugaise. Avec M. Manuel Dias, durant plus de 4 décennies, ils ont œuvré contre toute forme d'exploitation et de discrimination. Respect, Manuel, pour tout ce que vous avez fait. Je ne saurais oublier mon ami João Denis Lourenço, retenu au Portugal. C'est lui qui, arrivé à Bordeaux en 1970 en qualité d'agent consulaire, a eu l'intelligence de sauvegarder de documents. On en découvre d'autres qui seront publiés probablement en fin d'année 2026. Je salue la présence de Gérald, petit-fils de Marie-Angeline et d'Aristides, et fils de Pedro Nuno. Pedro Nuno, qui nous en parlerons tout à l'heure, qui était présent en juin 1940 et aida son père Aristides à signer des visas. Merci à Marouchka, notre violoniste, à Aurélie, à Isabelle, Marie, Stéphanie, Vanessa, Benjamin, Dany, Georges, Maxime, Pascal, Pierre-Emmanuel, pour leur contribution active et bénévole à cet événement, et merci pour leur amitié, pour leur soutien. Et un grand merci à mon épouse qui, depuis quelques mois, a vu une augmentation exponentielle des factures d'électricité, puisque je travaille tard le soir. Merci. Je vais essayer de ne pas vous noyer avec une kyrielle de dates, mais la chronologie commande l'histoire. Dans l'histoire extraordinaire d'Aristides, pensons au vers du poète Louis Vaz Camões. Quel destin si grand, ou quelle fatalité vous a amené à prendre un tel chemin? Mais qu'est-ce qu'un destin? Est-ce le mazal? Le mektoum? Le fatoum? Autrement dit le fad? Et aux fourberies de Scapin, de Molière, lorsque Géronte interroge « Que diable allait-il faire dans cette galère ?» Et Scapin de répondre « Il ne songeait pas à ce qui est arrivé. » Qui était Aristide de Sousa Mendes, de son nom complet Aristides de Sousa Mendes do Amaral e Abranches. Il est né le 19 juillet 1885 à Cabanes de Viriat et il avait un frère jumeau, César, né le 18 juillet, donc quelques heures avant Aristides. César fut, en juillet 1932, le premier ministre des Affaires étrangères d'Antonio de Oliveira Salazar, qui était donc président du Conseil, mais cumulait également ce poste avec d'autres ministères. César mourut en 1955 à Mangualde, un an après Aristides. Aristides, rappelons-le, qui signifie le meilleur ou le juste, déjà. Il était issu de la petite noblesse rurale portugaise, catholique fervent et monarchiste convaincu. Cela ne l'empêcha nullement de défendre les intérêts, certes, de la monarchie, mais ensuite de la République, puis un temps de l'État nouveau. Après avoir été enseignant, puis avocat, très brièvement, il intégra la diplomatie avec César.
Il fut nommé consul, puis consul général dans différents pays. La Guyane britannique, Zanzibar, au Brésil, parce qu'il y a des amis brésiliens, aux États-Unis, notamment à San Francisco et à Boston, où il a ensuite fait des missions d'audit, en Espagne, et en 1929, il est nommé en Belgique consul général à Anvers, avant de prendre son poste en 1938 à Bordeaux. Un temps, il avait souhaité être nommé en Chine et au Japon, car comme César, il appréciait également la culture de ces deux pays, mais pas uniquement pour cette raison. C'est au début de l'année 1939 qu'il rencontra à Bordeaux, à proximité des allées de Tourny, j'ai la date et le lieu, André Galeret, qui allait devenir sa maîtresse, puis 10 ans plus tard, sa seconde épouse. André est né à Limoges en 1908, et de leur amour naîtra Marie-Rose, le 19 novembre 1940. Gérald a lu son gentil mot. Je communique régulièrement avec Marie-Rose, Guy, son époux, et Agnès, leur fille. Je me suis permis de lui dire hier que ce mot me touchait énormément, mais quand elle écrit que le spectacle que j'offre, je lui ai dit, Marie-Rose, je n'ai jamais rien offert de ma vie à qui que ce soit, et puis c'est pas demain que je vais commencer. Ça l'a beaucoup fait rire. Voilà. Après le décès de Marie-Angeline en août 1948, Aristide se marie donc l'année suivante avec André, mais par procuration, à Salamanque. La police politique portugaise, lui ayant interdit l'entrée du territoire. André eut également une vie extraordinaire, entre Ribérac, Bergerac, Bordeaux, Porto, Lisbonne, Saint-Alain. Elle exerça divers métiers en France, notamment à Senon, ainsi qu'en Espagne. Elle fut une grande pianiste, diplômée du Conservatoire de Bordeaux. Elle enseigna le piano et le chant à Bergerac. Elle fut aussi préceptrice, modiste, représentante pour une grande maison de négoce bordelaise, infirmière. Elle décéda à Pau en 1991. Revenons à Bordeaux en 1940. En juin, César, donc le frère jumeau d'Aristide, est alors ministre plénipotentiaire à Varsovie, autrement dit ambassadeur. Juin 1940, cela a été rappelé. La capitale girondine était devenue la France et le lieu de convergence de centaines de milliers de réfugiés. Je vous laisse imaginer leur situation. Difficulté à pouvoir se nourrir, se loger, ou tout simplement trouver du carburant pour poursuivre leur route. Après avoir fait bombarder massivement Bordeaux par la Luftwaffe les 19 et 20 juin, les troupes allemandes prennent possession de la ville le 26 juin 1940. Il fallait sauver ces centaines de milliers de personnes lancées sur les routes de l'Exode et condamnées, pour beaucoup, à une mort certaine. Dès le 20 juin, Aristide s'était rendu d'urgence à Bayonne pour obliger le consul en poste à délivrer des visas. Il avait également téléphoné au vice-consul du Portugal à Toulouse pour en faire de même. Le 22 juin, l'ambassadeur du Portugal en France, Armando Ochoa, est à Bordeaux alors qu'Aristide est absent. C'est ce qui explique le déplacement à Saint-Sébastien et Irún de l'ambassadeur du Portugal en Espagne, Pedro António Pereira, pour faire entendre raison au consul. Pour autant, du 20 au 26 juin, Aristide est à Bayonne, Hendaye, Kiriatou, Ibardine. Il continue à délivrer des visas, allant jusqu'à conduire des réfugiés avec le véhicule du consulat au poste frontière. Le président du Conseil des ministres portugais et le comte de Lem suspendent via un télégramme ces missions. Ils diront alors à Adolf Hitler, Philippe Pétain et Francisco Franco, mais aux Anglais également, qui s'apprêtaient à envahir les archipels des Açores de Madeira, que le consul général Aristide de Sousa Mendes avait perdu tout rapport avec la réalité et qu'il avait perdu la raison. Dans une note très brève, en date du 4 juillet 1940, Salazar demande à ce qu'un procès disciplinaire soit engagé à l'encontre d'Aristide et nomme la personne en charge de l'enquête afin de formaliser l'acte d'accusation. Il fut jugé par ses propres pairs du collège du ministère des Affaires étrangères. Dès le mois d'août, cela a été dit, il fut destitué de ses droits, condamné à une mise à pied avec la moitié de sa rémunération, puis une suppression totale de celle-ci et une mise à la retraite d'office. Il faut dire qu'à diverses reprises, Aristide fut mis à pied. Par exemple, déjà le 17 juillet 1919, il fut accusé par le 21e gouvernement portugais d'être un opposant à la République. Il est suspendu quelques mois de ses fonctions. En fait, nous dirions aujourd'hui qu'il était tout simplement un électron libre. En août 1940, à 55 ans,
avec 12 enfants, 2 étant décédés à Louvain en 1934, plus Marie-Rose, il est rayé du corps diplomatique. C'est la mort économique et sociale de la famille Sozemeens. Sans ressources, ces enfants durent se résoudre pour certains à quitter le pays, ne pouvant exercer un emploi compte tenu du nom qui était le leur. Pourquoi Aristides est-il juste parmi les nations? C'est Elie Wiesel qui nous donne, me semble-t-il, un début de réponse. Je le cite. « En ces temps-là, les ténèbres étaient partout, au ciel et sur terre. Toutes les portes de la compassion semblaient avoir été fermées. Souvenons-nous, le plus douloureux pour la victime n'est pas la cruauté de l'oppresseur, mais le silence des témoins passifs. N'oublions pas malgré tout qu'il y a toujours un moment où un choix d'ordre moral se fait. Nous devons donc chérir ceux qui, par bonté, ont aidé les Juifs pendant la Shoah. Ils doivent être un exemple pour nous et nous devons nous souvenir d'eux avec gratitude et espérance. Aristide s'est honoré en Israël après les actions menées par ses enfants et le Congrès des États-Unis durant la décennie 1950-1960. Le gouvernement portugais n'ignorait pas ces tentatives de réhabilitation qui, nous pouvons le supposer, devaient particulièrement l'agacer. En 1961, en sa mémoire, le gouvernement israélien, sous l'impulsion du Premier ministre David Ben-Gourion, plante 20 arbres dans la forêt des Martyrs, à proximité de Jérusalem. Le sculpteur Nathan Rapoport travailla à l'œuvre le rouleau de feu qui figure en tant que mémorial. Le 18 juin 1940, le consul général du Portugal à Bordeaux avait délivré des visas à 2 membres de la famille Rapoport. En 1966, la commission des Justes, après l'Institut commémoratif des martyrs et des héros de Yad Vashem, décide de lui décerner la médaille des Justes. L'intitulé « Juste parmi les nations » ne sera porté que quelques années plus tard, comme ce fut le cas pour d'autres Juifs portugais, portugais, José, son épouse française Brito Mendes en 2004, puis Carlos Sampaio Garrido en 2010. Au début du diplôme figure la phrase « Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier ». Ce diplôme, mesdames et messieurs, est magnifique par sa symbolique et sa sobriété. Je le cite in extenso. Attestation. Le présent diplôme atteste qu'en sa séance du 18 octobre 1966, la Commission des Justes auprès de l'Institut commémoratif des martyrs et des héros Yad Vashem a décidé, sur foi des témoignages recueillis par elle, de rendre hommage au défunt Aristide de Sozemeens qui, au péril de sa vie, a sauvé des Juifs pendant l'époque d'extermination, de lui décerner la médaille des Justes et d'autoriser sa famille à planter un arbre en son nom dans l'allée des Justes sur le mont du Souvenir à Jérusalem. Fait à Jérusalem, Israël, le 10 mai 1967. Aristides a été honoré au Panthéon national du Portugal en 2021. Il fut nommé ambassadeur à titre posthume. Mais l'action d'Aristides ne fut pas une action isolée. En effet, il sauva aussi, avec le soutien d'autres consuls à Bordeaux, des opposants politiques de diverses nationalités, des artistes, tel Salvador Dali, des actrices et des acteurs, dont certains tourneront avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman, en 1942 dans le film Casablanca, Simone Gallimard, plusieurs membres de la famille Rothschild et de nombreux travailleurs portugais souhaitant regagner le Portugal. À Bordeaux, dans les années 1940-1945, d'autres ont sauvé des vies. Le diplomate espagnol, premier secrétaire de l'ambassade d'Espagne, Eduardo Copper et de Caïron, nous avons des témoignages disant qu'il signait des visas des 2 mains. Lui aussi est juste parmi les nations. Avec l'accord tacite de son ambassadeur et avec l'aide d'un employé du consulat, Eduardo Cazuz, il a accordé des milliers de visas. Le nombre exact, comme pour Aristides, demeurera à jamais inconnu. Et Abdelkader Mesli. Abdelkader Mesli est arrêté en juin 1944 par la Gestapo à Bordeaux, sur dénonciation, sinon c'est pas marrant. Il est déporté à Dachau, mais aussi Mohamed Taleb et le père jésuite Louis Desmar de Jabrun, qui en 1939 et 1943 a contribué à sauver des vies, avant de mourir assassiné à Buchenwald le 25 décembre 1943. Pour Aristides, nous commençons à disposer de documents parfois inédits, précis et sans équivoque. Concernant des témoignages, certains sont connus. Le témoignage de Jacob Kruger, fils du rabbin Chaim Kruger, confirme qu'avant leur arrivée à Bordeaux, le rabbin Kruger et Aristides ne s'étaient jamais rencontrés.
C'est le consul d'Haïti, à Bordeaux, Luc Rousseau, remplacé plus tard par le docteur Alvarez Guillaume Hippolyte, qui exerça pas loin d'ici à Ambès, qui a accordé le premier visa au rabbin Kruger et à sa famille, et ensuite Aristide. Il fallait effectivement 2 visas au début de l'Exode. Un pour traverser l'Espagne, d'une durée de 3 jours, puis un visa de 30 jours pour séjourner au Portugal, parfois renouvelable, 30 jours supplémentaires. Le grand-duc du Luxembourg, Otto d'Habsbourg-Lorraine, alors réfugié, confirma qu'ils avaient ramassé tous les passeports des Luxembourgeois présents dans la région de Bordeaux pour les adresser, je le cite, par montagne de documents, en sacs et valises, je ne sais plus, dit-il, au consul général du Portugal. À Hendaye, Lisel Spett, jeune réfugié, dit avoir vu Aristide de Sozemène sous la pluie, sans veste, avec un chapeau marron signant des passeports. Lissi Jarvik était alors réfugié en juin 1940 avec ses parents à Biarritz pour échapper aux troupes nazies, et un ami de ses parents leur a dit « Venez avec moi d'urgence à Bayonne, le consul portugais donne des visas. » Donne des visas. Tout est dit. Pedro Nuno de Sozemens, père de Gérald, fut un témoin direct. Je le cite. « Mon père s'est senti si fatigué qu'il est allé se coucher pendant quelques heures. Il allait pouvoir récupérer et retourner à son poste à la chancellerie, qui était donc au 14 quai Louis XVIII à Bordeaux. Mais c'est justement le contraire qui est arrivé. » Mon père est resté couché. Et il est resté comme cela 3 jours sans vouloir parler et sans vouloir manger. Il est resté réellement dans une grande prostration. Mais le 3e jour, il s'est levé, et contre toute expectative, il s'est levé avec une vigueur extraordinaire, et il a dit qu'il allait donner des visas à tout le monde. Face à un régime politique qui voulait sauvegarder sa neutralité et sa survie, Aristide a été confronté à des dilemmes éthiques et moraux. À Bordeaux, il avait rendez-vous avec l'histoire du monde et il fut présent. Son existence a ceci de particulier et d'exceptionnel qu'elle nous interpelle et nous oblige à nous questionner. Il a agi avec conviction dans sa foi de croyant, en religieux au sens étymologique du terme. Par son abnégation, il a empêché que l'obscurité des ténèbres ne s'abatte davantage sur le monde. Il a choisi son chemin, déclarant à son avocat, cela a été rappelé tout à l'heure, même s'il me révoque, je ne peux agir qu'en chrétien selon ma conscience. Si je désobéis aux ordres, je préfère être avec Dieu contre les hommes qu'avec les hommes contre Dieu. Il voulait accomplir ce qu'il désignait, je le cite, « mon strict devoir », a-t-il écrit dans ses arguments de défense lors de son procès. Il est l'incarnation et le paradigme du principe selon lequel la liberté et le devoir sont possibles en humanité, à l'heure où les tragédies s'abattent sur le monde, insensé, comme encore aujourd'hui. Son action marque l'histoire du XXe siècle. Elle doit éclairer celle du XXIe. Elle demeure l'expression la plus emblématique du sacrifice d'un homme qui, un instant de son existence, prend la ferme et irrévocable décision d'affronter l'insupportable. Grâce à lui, des dizaines de milliers de réfugiés ont pu être accueillis au Portugal pour aller à la rencontre de la liberté. Il n'a pas seulement sauvé des dizaines de milliers de réfugiés qui donnèrent vie à des descendants, 2 descendants. Je pose l'hypothèse, à l'exemple de Santiago Nazar, le héros de la chronique d'une mort annoncée de Gabriel García Márquez, qu'Aristide a dépassé la perception du présage de la détresse, de la misère, de l'abandon et de la mort. Les narrations de textes de ce soir se déroulent le 2 et le 3 avril 1954, la veille et le jour de la mort d'Aristide de Sozemens à l'hôpital de l'ordre 3e des moines franciscains à Lisbonne. Il était tombé dans un tel état de pauvreté qu'il fut mis en bière dans une bure de moines franciscains. Dans cette exofiction, prémisse à d'autres événements, Aristide se souvient de moments de sa vie. Il était un grand mélomane. Et à chaque affectation, il inscrivait ses enfants au conservatoire. Nous vous invitons à travers des chants, des morceaux musicaux et textes à accompagner le réel et l'imaginaire, de ce qui donne sens à notre hommage. J'ai soif. Et rencontre de ce soir.
N'oublions pas les fondements du devoir de mémoire et les engagements auprès des plus jeunes et de ceux qui ignorent. N'oublions pas, mesdames et messieurs, la petite fille au manteau rouge. N'oublions pas que s'il est né portugais, Aristide de Sozomen's appartient désormais à notre histoire universelle. Je vous en remercie.